Elle avait survécu au premier jour, démoli les témoins, exposé les mensonges. Mais quelqu'un regardait, quelqu'un qui avait pris une photo à l'intérieur de la maison de sa mère, quelqu'un qui conduisait un SUV noir et n'avait pas l'intention de freiner. Nina Brooks venait de gagner la première bataille. Elle ne savait pas encore que la guerre, elle, venait juste de commencer. La salle de pause du palais de justice était déserte. Nina s'y réfugia dès que la session fut levée, les jambes encore tremblantes, le cœur encore trop rapide. Elle posa sa serviette sur la table, s'appuya contre le mur froid et ferma les yeux exactement 3 secondes. C'est tout ce qu'elle s'autorisa. Son téléphone vibra encore. Elle le sortit lentement comme on retire une écharde. Numéro inconnu. Encore. Joli spectacle. Mais les spectacles finissent toujours. Elle ne répondit pas. Elle respira. Puis elle composa le numéro de sa mère. Maman? Nina, tu appelles rarement à cette heure. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. Je voulais juste entendre ta voix. Un mensonge, le plus doux qu'elle ait jamais dit. Tu travailles trop, dit Margaret avec ce ton qu'elle avait depuis toujours, mi-reproche, mi-tendresse. Tu travailles trop. J'ai fait une tarte aux pommes. Tu devrais venir ce week-end. Maman, écoute-moi. Nina sentit sa gorge se serrer. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, sans poser de questions. Silence. Maman, je t'écoute. Va chez tante Patricia, ce soir. Prends juste le nécessaire. Ne dis à personne où tu vas. Nina Brooks, est-ce que tu es en danger? Un silence plus long cette fois. Nina Brooks, dit sa mère, et quand elle utilisait son nom complet, c'était sérieux. Est-ce que tu es en danger? Non, mais je préfère que tu sois ailleurs quelques jours. Par précaution. Est-ce que ça a un rapport avec ce procès dont parlent les nouvelles? Nina ferma les yeux. Peut-être. Peut-être. Alors j'y vais. Alors j'y vais. Dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Merci, maman. Ne me remercie pas. Ne me remercie pas. Gagne ce procès. Nina raccrocha. Elle resta immobile une seconde, puis se redressa et ouvrit la porte. Tyler Reeves l'attendait dans le couloir. 28 ans, analyste financier de Cole Dynamics. Des lunettes trop grandes pour son visage, une veste de costume légèrement froissée et l'air de quelqu'un qui avait survécu à une nuit blanche grâce au seul café de la machine à l'entrée. « J'ai tout », dit-il sans préambule. « Tout. » J'ai tout. Tout? Les messages, les horaires, les photos reçues sur ton téléphone, horodatage, numéro masqué, métadonnées des images, j'ai tout documenté. Elle le regarda. Tyler, je ne t'ai pas demandé de faire ça. Non, mais quelqu'un devait le faire. Elle ne dit rien pendant un moment. « On rédige une déclaration formelle, dit-elle falinement. On rédige une déclaration formelle, signée, avec tout ce que tu viens de rassembler. Je l'ai déjà commencé. Tu l'as déjà commencé? Je suis analyste. On anticipe. Ils s'installèrent à la table. Tyler ouvrit son ordinateur. Nina dicta. Chaque menace, chaque message, chaque détail de la photo prise à l'intérieur de la maison de sa mère. Elle parla d'une voix plate, précise, comme si raconter les faits avec assez de froideur pouvait les rendre moins réels. Quand ce fut terminé, elle signa. Tyler signa comme témoin. Puis Nina envoya le document à 3 adresses. Son email personnel, celui d'un ancien professeur de droit en qui elle avait confiance et le bureau juridique du tribunal fédéral de Chicago. « Si quelque chose m'arrive, dit-elle calmement, il y a une trace. » Tyler la regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « Est-ce que tu as peur ?»« Est-ce que tu as peur ?» Nina ramassa sa serviette. « Oui, mais la peur, ça se gère. L'injustice, moi. » Elle était déjà dans le couloir. Nina n'eut pas le temps d'attendre la machine à café. Les grandes portes du palais de justice s'ouvrirent avec cette lenteur particulière des gens qui savent qu'on les regarde. Et tout le monde regarda. Grant Harlow entra. 52 ans, PDG de Harlow Consortium. Cheveux argentés coiffés avec une précision qui n'avait rien d'accidentel. Costume anthracite dont le prix aurait couvert 3 mois de loyer de Nina. Il marchait comme quelqu'un qui n'avait jamais eu à se dépêcher de toute sa vie, parce que le monde, lui, attendait toujours. Ses yeux balayèrent le hall en 2 secondes et se posèrent sur Nina. Il sourit. Ce n'était pas un sourire, c'était une déclaration. Il traversa le hall dans sa direction,
les gens s'écartant instinctivement sur son passage, comme si l'air lui-même lui cédait la place. Nina resta immobile. Elle aurait pu reculer, une partie d'elle le voulait, mais une autre partie, la partie qui avait tenu debout toute la matinée, refusa de bouger d'1 centimètre. Il s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle. « Alors, c'est vous, dit-il. La petite avocate qui fait des vagues. Associé junior, rectifia Nina. Il y a une différence. Pas pour moi. Pas pour moi. Il l'étudia comme on regarde un insecte inhabituel, pas avec mépris, avec quelque chose de plus froid, de la curiosité. Vous avez du cran, dit-il. Je respecte ça, jusqu'à un certain point. Et au-delà de ce point... Au-delà de ce point, les gens font des erreurs qu'ils regrettent longtemps. Nina croisa les bras. C'est fascinant, parce que depuis ce matin, quelqu'un m'envoie des messages anonymes, depuis un numéro masqué, des photos de ma mère chez elle, des avertissements. Et maintenant, vous apparaissez ici, dans ce couloir, pour me parler de regrets. Quelque chose traversa le regard de Harlow, trop rapide pour être identifié. Les coïncidences existent, dit-il. Bien sûr. Nina fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Elles existent tellement que j'ai pris la précaution de tout documenter. Chaque message, chaque photo, chaque horaire. Signé, daté, envoyé à 3 adresses différentes, dont le bureau juridique de ce tribunal. Le silence qui suivit fut différent des précédents, plus lourd. Donc, si demain matin il m'arrive quoi que ce soit... Ou si ma mère reçoit une visite indésirable, ou si mon analyse trébuche dans un escalier, il y aura une piste très claire. Et elle mènera quelque part que vous ne voulez pas qu'on regarde. Harlow ne répondit pas immédiatement. Il la regarda avec ce sourire qui n'en était pas un, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Vous êtes plus intelligente que vous en avez l'air. La plupart des gens le sont. On a juste tendance à le cacher pour ne pas effrayer les égos fragiles. Un bref instant, si bref que Nina faillit le rater, quelque chose vacilla sur son visage. Pas de colère, quelque chose de plus proche de la surprise. Puis il redressa les épaules, reboutonna sa veste et la regarda une dernière fois. Bonne chance pour la suite, mademoiselle Brooks. Je n'ai pas besoin de chance. J'ai des preuves. Il tourna les talons et s'éloigna. Nina resta immobile jusqu'à ce que le bruit de ses pas s'efface complètement. Puis elle posa une main discrète sur le mur derrière elle pour ne pas tomber. Ethan surgit à côté d'elle depuis une colonne où il avait visiblement attendu. « J'ai tout entendu, dit-il à voix basse. Je sais, tu n'es pas très discret pour un milliardaire. Grant Harlow est l'homme le plus dangereux de Chicago. Je sais ça aussi. Ethan la regarda d'une façon qu'elle ne sut pas tout à fait interpréter. Tu n'as pas tremblé. Nina ramassa sa serviette qu'elle avait posée à ses pieds. Si, mais à l'intérieur. Ça ne compte pas. Le parking du palais de justice était presque vide à cette heure-là. Nina avait besoin d'air. Pas l'air recyclé des couloirs qui sentaient la tension et le café froid. De l'air vrai, celui qui pique les joues et force les poumons à travailler. Elle poussa la porte latérale. Le vent de Chicago la frappa immédiatement, tranchant, sans excuse. Elle ferma les yeux une seconde et laissa le froid faire son travail. Pour quelqu'un qui vient de tenir tête à Grant Harlow, tu sembles étonnamment calme. Elle n'eut pas besoin de se retourner. Et pour quelqu'un qui dirige un empire de plusieurs milliards, répondit-elle, tu passes beaucoup de temps à suivre ton avocate dans les parkings. Ethan s'arrêta à côté d'elle. Ils restèrent silencieux un moment, regardant les voitures garées, les pigeons indifférents, le ciel gris et bas au-dessus des toits de Chicago. « Comment tu vas » demanda-t-il. « Vraiment ?» Nina réfléchit honnêtement à la question. Ce matin, j'étais une avocate junior qui cherchait encore son badge dans sa poche. Ce soir, j'ai un homme influent qui me regarde comme si j'étais un problème à résoudre. La journée a été dense. Un silence, pas inconfortable. Ma mère est partie chez ma tante, dit Nina. Elle est en sécurité. Je sais. Nina se tourna vers lui. Comment tu sais ? Parce que j'ai appelé mon équipe pendant la pause. 2 hommes, discrets, efficaces. Ils sont en route vers l'Ohio. Nina ouvrit la bouche, la referma. Ethan, tu aurais dû me demander avant de... Tu aurais refusé. Elle ne répondit pas, parce que c'était vrai. Laisse quelqu'un s'occuper de toi, dit-il simplement. Juste cette fois. Elle ne sut pas quoi répondre, parce que personne ne lui avait dit ça depuis longtemps. C'est à ce moment qu'elle le vit. Dans le coin du parking, le SUV noir aux vitres teintées, celui qui était là depuis le matin, il n'était plus garé.
Son moteur tournait, et il accélérait, droit vers eux. Nina mit une seconde à comprendre, une seconde de trop. Ce fut Ethan qui bougea en premier. Pas de mots, pas d'avertissement, juste son bras autour d'elle, son poids contre le sien et le monde qui bascula. Ils tombèrent ensemble sur le terre-plein herbeux sur le côté, roulèrent une fois, deux fois, s'arrêtèrent dans l'herbe froide et humide. Le SUV passa en rugissant à l'endroit exact où il se tenait 3 secondes plus tôt. Les freins crièrent, le véhicule dérapa sur l'asphalte, reprit sa trajectoire et disparut dans la rue sans ralentir. Silence. Juste le vent et 2 respirations trop rapides. Nina était allongée sur le dos, le ciel gris de Chicago au-dessus d'elle, l'herbe froide dans le dos et Ethan à côté d'elle, également immobile. « Ce n'était pas un avertissement, dit-elle. Non. » Elle ferma les yeux une seconde, puis elle rit. Un rire bref, involontaire, le genre qui sort quand le corps ne sait plus comment réagir autrement. Ethan la regarda. « Qu'est-ce qui est drôle ?» Nous deux, dans l'herbe d'un parking de tribunal fédéral, couverts de boue après avoir failli mourir. Il la regarda encore une seconde, et puis il rit aussi. Pas le rire poli du PDG en réunion, un vrai rire, un peu fou. Ça s'arrêta comme ça s'arrête toujours. « Ce n'est plus un jeu, dit Ethan. Ce ne l'a jamais été. » Il se leva et lui tendit la main. Elle la prit. Et cette fois, ni l'un ni l'autre ne fit semblant que ce geste était anodin. « On rentre, dit-il, et tu ne dors pas seule ce soir. » Nina voulut protester, mais elle pensa au SUV, à sa mère, à Grant Harlow et à son sourire qui n'en était pas un. « D'accord, dit-elle. » Et ils rentrèrent. Le lendemain matin, Victor Kane arriva au tribunal avec la satisfaction d'un homme qui pense avoir gagné avant même de s'asseoir. Il ajusta sa cravate, posa ses dossiers avec soin et sourit au jury avec ce sourire qui disait « Ce qui vient va être décisif. » « Votre honneur, dit-il, la voix posée et grave. « Votre honneur, l'accusation souhaite présenter la pièce 27B. Des images de sécurité du Meridian Hotel prouvant la présence du défendeur lors de réunions illégales avec des investisseurs étrangers. » Nina sentit Ethan se raidir imperceptiblement à côté d'elle. Ces réunions n'ont jamais existé. Je sais, regardez l'écran. Et ne réagissez pas. Les lumières baissèrent, les écrans s'allumèrent, des images en noir et blanc apparurent, un hall d'hôtel, des lustres, du marbre, des hommes en costume qui se saluent, et puis Ethan Cole, reconnaissable, traversant le hall. L'horodatage indiquait 14 mars, 21h52. Comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le constater, dit Kane en se déplaçant devant le jury, le défendeur s'est rendu au Meridian Hotel ce soir-là pour organiser des transferts illégaux avec des sociétés offshore. Les murmures commencèrent dans la galerie. Nina regardait l'écran. Quelque chose la dérangeait. Pas dans le comportement d'Ethan sur les images. Quelque chose de plus petit, de plus discret. Elle plissa les yeux. Et elle le vit. Dans le fond du hall, partiellement masqué par une colonne de marbre, une horloge décorative ancienne. Ses aiguilles indiquaient clairement 18h34. L'horodatage de la vidéo disait 21h52. 3 heures et 18 minutes d'écart. Nina posa son stylo, lentement, posément. Votre honneur, Votre honneur, la défense demande dit-elle en une se levant. interruption de la La présentation. défense demande une interruption de la présentation. Kane pivota vers elle avec l'irritation de quelqu'un qu'on dérange pendant son moment de gloire. Objection. La défense ne peut pas interrompre. La défense peut interrompre si elle identifie une irrégularité dans les preuves présentées. Et j'en identifie une. Le juge Hayes Expliquez-vous, leva la main. mademoiselle Brooks. Expliquez-vous, mademoiselle Brooks. Nina marcha vers l'écran. Elle pointa l'horodatage d'abord, puis déplaça lentement le doigt vers l'horloge en arrière-plan. L'horodatage indique 21h52, mais l'horloge décorative visible derrière cette colonne indique 18h34, un écart de plus de 3 heures, ce qui suggère que l'horodatage a été modifié après coup. Silence total dans la salle. Les horloges décoratives peuvent être en retard. Ce n'est pas une preuve de... Peut-être. Mais il y a un deuxième problème. Elle se tourna vers Ethan. Monsieur Cole, où étiez-vous le 14 mars au soir? À Boston. Ethan se leva. Conférence À Boston. annuelle des directeurs Conférence annuelle des directeurs technologiques. J'ai pris la parole à 20h devant 400 personnes. Mon nom figure sur la liste des intervenants. Et vous vous souvenez de ce que vous portiez? Un costume gris clair. Des photos horodatées existent sur les réseaux professionnels. Nina se tourna vers l'écran.
Sur les images, l'homme identifié comme Ethan Cole portait un costume bleu marin dans un hôtel de Chicago à une heure falsifiée. Votre honneur. Mon client était à Boston le 14 mars, en costume gris clair, devant 400 témoins. L'homme sur ces images porte un costume bleu marine dans un hôtel de Chicago à une heure falsifiée. La défense demande une expertise technique indépendante des métadonnées originales de cette vidéo. Le juge Hayes se tourna vers Kane. Procureur, ces images proviennent directement du Meridian Hotel? Kane hésita. Une fraction de seconde. Suffisante. Elles ont été transmises par Arlo Consortium dans le cadre de leur propre enquête. Un murmure parcourut toute la salle. Votre honneur, dit Nina. Les preuves présentées proviennent donc directement de la société dont les transferts bancaires sont au cœur de cette affaire. La défense demande que le Meridian Hotel soit contacté directement pour fournir ses enregistrements originaux avec métadonnées intactes. Le juge Hayes ôta ses lunettes, les essuya, les remit. Le tribunal ordonne au Meridian Hotel de transmettre l'intégralité de ses enregistrements du 14 mars avec métadonnées complètes. La pièce 27B est suspendue jusqu'à vérification indépendante. Kane se rassit. Son visage avait pris la couleur d'un homme qui voit son plan s'effondrer brique par brique. Nina retourna à sa place. Sous la table, ses mains tremblaient légèrement. Ethan le remarqua. Il posa discrètement sa sienne à quelques centimètres de la sienne. C'était suffisant. La session de l'après-midi venait à peine de reprendre quand la porte du fond s'ouvrit violemment. Tyler Reeves entra comme quelqu'un qui avait couru depuis l'autre bout de Chicago. Chemise à moitié sortie du pantalon, cravate de travers, une pile de documents serrés contre la poitrine avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui sait que s'il la lâche, tout est perdu. Il chercha Nina des yeux, la trouva et descendit l'allée centrale en zigzagant entre les bancs. « Attendez !» cria-t-il. « J'ai trouvé quelque chose, des choses importantes. » L'huissier se leva. « Monsieur, le tribunal est en session. »« Je sais, désolé, juste une... » Le lacet gauche de Tyler décida que c'était son moment. Il trébucha, la pile de documents quitta ses bras comme un feu d'artifice. Des feuilles s'envolèrent dans toutes les directions, sur les bancs, sur les épaules des jurés. Une atterrit avec une précision remarquable directement sur le bureau du juge Hayes. Le silence qui suivit fut lourd. Le juge Hayes saisit la feuille posée devant elle, la regarda Tyler qui se relevait du sol en ramassant ses papiers à genoux. « Et vous êtes » dit-elle avec la lenteur d'une personne qui choisit soigneusement de ne pas perdre son calme. Tyler se redressa, ajusta ses lunettes. Tyler Reeves, votre honneur, analyste financier chez Cole Dynamics. Pardon pour l'entrée. J'ai pris le mauvais escalator et ensuite il y avait des travaux dans le couloir et... Mademoiselle Brooks. Mademoiselle Brooks, coupa le juge. Cet homme fait-il partie Cet homme fait-il partie de votre équipe? Nina oui, se leva. Honneur. Oui, Monsieur votre Reeves honneur. a passé les dernières Monsieur 24 Reeves heures a passé les dernières 24 heures à examiner les documents issus de la clé USB. Il a trouvé des éléments déterminants. 10 minutes plus tard, Tyler était à la barre des témoins, son ordinateur connecté aux écrans de la salle. Il avait retrouvé son calme. Nina avait remarqué que Tyler était une de ces personnes qui trébuchaient dans la vie quotidienne, mais devenaient précises et méthodiques dès qu'il s'agissait de chiffres. « Monsieur Reeves », dit Nina. « Monsieur Reeves, au-delà des transferts initiaux, qu'avez-vous trouvé ?» Tyler inspira. Chaque transfert offshore était accompagné d'un virement secondaire. De Arlo Consortium vers une société appelée Apex Ventures LLC. Qu'est-ce que Apex Ventures? Officiellement, une société d'investissement. Dans les faits, pas d'employés déclarés, pas de bureau physique vérifiable. Et elle a été créée exactement 4 jours avant le premier transfert. Les murmures commencèrent dans la galerie. Et qui est le directeur légal? Qui en est le directeur Tyler légal? cliqua, un nom s'afficha en grand sur les écrans. Stephen Arlo, frère de Grant Arlo. La salle réagit immédiatement. Les reporters tapaient. Plusieurs jurés se penchèrent vers l'écran. Kane se leva à moitié, puis se rassit, visiblement en train de calculer. Ces transferts, continua Nina, à quelle date correspondent-ils? C'est là que ça devient précis. C'est là que ça devient précis. Chaque virement a eu lieu lors d'une période où Ethan Cole était absent de Chicago. Conférences, déplacements professionnels, événements publics vérifiables. Ce qui signifie que quelqu'un connaissait son agenda de façon détaillée. Quelqu'un qui savait exactement quand il serait loin pour effectuer ses opérations sans risque.
Et qui avait accès à l'agenda exécutif d'Ethan Cole pendant cette période? Tyler hésita une fraction de seconde. Puis il cliqua une dernière fois. 4 personnes. Son assistante personnelle, le directeur des opérations, Daniel Whitmore, son avocat, et Richard Hale, l'ancien directeur financier qui a témoigné hier matin. Un silence lourd s'installa dans la salle. Le même Richard Hale, dit Nina posément, qui a invoqué le 5e amendement plutôt que de répondre aux questions sur ces mêmes transferts? Kane bondit. Objection, votre honneur! La défense construit un récit spéculatif à partir de coïncidences comptables. Nina se tourna vers lui. Des coïncidences qui représentent 47 millions de dollars, procureur, et qui pointent systématiquement dans la même direction. Si l'accusation a une explication alternative, le tribunal l'écoutera avec intérêt. Kane ouvrit la bouche. Rien de convaincant n'en sortit. Le juge Hayes se pencha légèrement en avant. Ces données sont-elles vérifiables indépendamment, monsieur Reeves? Oui, votre honneur. Chaque transfert est tracé sur des relevés bancaires officiels. Les dates de déplacement d'Ethan Cole sont documentées publiquement. Et la création d'Apex Ventures LLC est enregistrée dans les archives commerciales de l'État d'Illinois. La Cour prend note. Ces éléments seront soumis à vérification indépendante. Nina retourna s'asseoir. Tyler descendit de la barre, récupéra ses papiers éparpillés avec l'aide d'un huissier compréhensif et vint se poster derrière la table de défense. « J'ai bien fait » chuchota-t-il. « Très bien fait, Tyler. Très bien fait, Tyler. Parce que j'avais l'estomac complètement noué. Tyler, oui, va t'asseoir. » Oui. Il sourit et alla s'asseoir. Nina le vit en sortant du tribunal. Assis sur un banc en bois dans le couloir, les mains croisées sur les genoux, regardant le sol, comme quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et n'est pas certain d'avoir pris la bonne décision. Daniel Whitmore. Il avait vieilli de 10 ans en une semaine. Barbe de plusieurs jours, costume froissé, des cernes profonds, mais il était vivant, présent. Il leva les yeux quand il entendit ses pas. Nina? Elle s'arrêta à 2 mètres de lui. Ethan, qui la suivait, s'immobilisa également. Ce fut Nina qui parla la première, pas avec la colère qu'elle avait imaginée, avec quelque chose de plus simple. Vous auriez pu me dire la vérité. Non, je ne pouvais pas. Si je vous avais expliqué la situation, vous auriez préparé, anticipé. Et en anticipant, vous auriez perdu ce qui faisait votre force. Et c'est quoi ma force selon vous? Vous réagissez à ce que vous voyez vraiment, pas à une stratégie préparée la veille. Aucun avocat expérimenté ne fait ça. On nous entraîne à tout contrôler. Vous n'avez pas eu le choix d'improviser. C'est exactement ce qu'il fallait. Nina resta silencieuse un moment. La clé USB, c'est vous? Oui. Dans la boîte à lunch de dinosaures? Daniel esquissa un sourire fatigué. Elle appartenait à ma petite fille. Quand j'ai cherché où cacher les données, ça m'a semblé l'endroit le plus improbable. Et donc le plus sûr. Comment vous saviez que je la trouverais? Parce que vous restiez tard. Parce que vous étiez curieuse. Vous aviez l'air du genre de personne qui ouvre les boîtes qu'elle trouve derrière les machines à café. Il se leva lentement. J'avais découvert les transferts il y a 3 semaines. Mais Harlow a des oreilles partout, Nina. Dans les cabinets juridiques, dans les agences de sécurité. Il a menacé ma fille, ma petite fille. Des photos, des messages. Le même procédé qu'avec vous. Alors vous avez disparu. Alors j'ai fait la seule chose qui pouvait encore fonctionner. Trouver quelqu'un qu'Harlow ne connaissait pas. Quelqu'un hors de son réseau. Il plongea la main dans sa geste et en sortit une feuille pliée, usée sur les bords. Il la tendit à Nina. Elle la déplia. C'était l'impression d'un vieil article universitaire. Le titre « La responsabilité éthique en droit des affaires ». L'auteur, Nina Brooks, 7 ans plus tôt. « Vous avez lu ça ?» dit-elle doucement. 3 fois. La première par hasard en cherchant des informations sur les nouvelles recrues. Les 2 fois suivantes? Et parce que j'avais besoin de me rappeler pourquoi je faisais ce que je faisais. Nina regarda la feuille sans parler. J'avais besoin de quelqu'un qui croyait encore que la vérité suffisait comme argument. C'était vous. Un silence, long, nécessaire. La prochaine fois, vous me dites la vérité. Même si vous pensez que ça changera ma façon de réagir. Il y aura une prochaine fois? Je travaille encore pour Cole Dynamics, alors oui. Quelque chose se détendit sur le visage de Daniel. Pas un sourire, quelque chose de plus discret et de plus sincère. Nina glissa l'article dans sa propre poche et tourna les talons.
Le tribunal fédéral de Chicago était silencieux ce matin-là. Pas le silence de l'absence, celui de l'attente. Nina arriva la première. Elle s'assit, posa sa serviette et regarda droit devant elle. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire. Ce qui venait maintenant ne dépendait plus d'elle. Ethan prit place à côté d'elle sans un mot. Leurs épaules se frôlèrent légèrement. Aucun des deux ne bougea. Le juge Hayes entra à 9 heures précises. Dans l'affaire de l'État contre Ethan Cole, ce tribunal détermine que l'ensemble des charges retenues contre le défendeur sont suspendues dans l'immédiat. Dans l'attente d'une enquête complémentaire sur l'authenticité des preuves de l'accusation. De plus, ce tribunal transmet au procureur fédéral une recommandation formelle d'ouvrir une enquête contre Harlow Consortium pour falsification de preuves et obstruction à la justice. Grant Harlow se leva brusquement. Votre honneur, cette décision est fondée sur des éléments non vérifiés, présentés par une avocate sans... Monsieur Harlow, asseyez-vous immédiatement. Il s'assit, lentement, avec la raideur de quelqu'un qui calcule encore ses options. C'est alors que les portes du fond s'ouvrirent. 3 hommes entrèrent. Costume sombre, badge visible à la ceinture. « Votre honneur », dit le premier, agent spécial Marcus Webb du Bureau fédéral d'investigation. Cette nuit, 2 individus ont été interpellés en Ohio alors qu'ils tentaient de s'introduire dans une résidence protégée. Après audition, les 2 ont identifié la personne qui les avait mandatés. Il se tourna vers Harlow. « Monsieur Harlow, vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'intimidation de témoins et falsification de preuves dans le cadre d'une procédure fédérale. » Les menottes cliquetèrent. Grant Harlow traversa la salle sous les flashs des caméras, les mains dans le dos. À la porte, son regard trouva Nina. Elle ne détourna pas les yeux. La porte se referma. La plaque était encore neuve. Nina s'arrêtait devant chaque matin, juste une seconde, comme on vérifie qu'un rêve est toujours là quand on rouvre les yeux. Nina Brooks, directrice juridique Cole Dynamics. 6 mois depuis le parking, depuis le SUV et la boîte à lunch de dinosaures et les papiers qui volaient dans l'allée centrale d'un tribunal fédéral. Ce matin-là, Ethan tenait une conférence de presse au Fairmont Hotel. Il commença par les annonces attendues, le nouveau partenariat, les chiffres, la vision à long terme. Et puis, il s'arrêta. Avant de conclure, dit-il, « Avant de conclure, il y a quelque chose que je dois faire. Il y a 6 mois, une femme est entrée dans ma vie par la mauvaise porte. Elle a renversé tous ses documents dans l'allée centrale d'un tribunal Et a annoncé qu'elle allait me défendre. J'ai pensé que c'était terminé. Et puis j'ai regardé ses yeux et j'ai compris que non. Il se tourna vers les coulisses. « Nina, tu peux venir ?» Elle monta sur scène. 400 personnes la regardaient avancer. Elle s'arrêta à côté d'Ethan. Il sortit un écrin de sa veste, petit, simple, bleu nuit. Il l'ouvrit. « Tu entrais dans ma vie en trébuchant et tu l'as redressée, dit-il. Est-ce que tu accepterais de rester ?» Nina le regarda. L'homme qui avait mis sa veste sur ses épaules dans un corridor froid, qui s'était jeté devant un SUV sans se poser de questions. « C'est un oui, dit-elle. Évidemment que c'est un oui. Évidemment que c'est un oui. » La salle explosa. Quelque part dans le public, Margaret Brooks porta la main à sa bouche en pleurant doucement. Tyler Reeves applaudissait trop fort en renversant son verre sur son voisin. Daniel Whitmore souriait avec la discrétion d'un homme qui avait tout vu venir depuis le début. Ethan passa la bague au doigt à Nina. Elle regarda la salle, tous ses visages tournés vers eux. 6 mois plus tôt, elle ne savait pas où était la machine à café. Aujourd'hui, elle savait exactement où était sa place.